Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois vivre après la prison. Alors difficile de se reconstruire après un séjour parfois long derrière les barreaux, difficile mais pas impossible. Et je vous propose tout de suite le sommaire de notre émission. Commençons par un bref coup d'œil sur la réalité des prisons belges. Avant de partir pour le théâtre, avec Jean-Marc Mailly. C'est là qu'il s'est reconstruit et nous l'avons suivi en pleine répétition. Je me suis rendu compte qu'à chaque pas que j'ai fait, que je me suis enfoncé, c'était mon choix, moi, personne ne m'y avait forcé. En sortant de prison, Serge Thierry, lui, a eu l'idée d'acquérir 2 Joëlettes et d'offrir ainsi à de jeunes handicapés un peu d'aventure. Serge Thierry, Jean-Marc Mailly, bonjour. Bonjour. Alors, Serge Thierry, vous avez passé 27 années de votre vie en prison. Vous, Jean-Marc Mailly, 19 années. Nous aurons l'occasion de débattre de cela au cours de cette émission. Alors, Corinne, qu'est-ce que nous proposez-vous pour entrer dans le vif du sujet? Eh bien, il arrive que des accidents de parcours, des rencontres ou de mauvais choix fassent basculer des vies. Des vies qui se retrouvent alors à l'ombre de nos prisons. Voici quelques images de la réalité de celle-ci. La Belgique compte 31 établissements pénitentiaires. En raison de la lenteur de la justice et de la surpopulation carcérale, les personnes en détention préventive et les condamnés s'y mélangent. On y retrouve 95% d'hommes et 5% de femmes. Près de 70% d'entre eux ont entre 18 et 35 ans. Beaucoup ont cumulé les mêmes handicaps dès l'enfance. Un parcours scolaire et familial difficile, des problèmes économiques et sociaux à répétition. Un jour, leur vie a basculé. Et ils se retrouvent ici avec une dette à payer envers la société. Mais la prison va-t-elle les transformer? Y deviendront-ils des citoyens responsables, prêts à reprendre une place dans la société, sans avoir accumulé encore plus de rancœur et de rage? N'est-il pas urgent, au XXIe siècle, de repenser la prise en charge et la réinsertion de ceux qui, un jour, ont brisé les balises de l'ordre établi? Alors, avez-vous le sentiment que votre vie aurait pu basculer autrement, Serge? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au départ, déjà, à la base, avec mes parents, puisque quand mes parents m'ont conçu, ce n'était pas vraiment pour me garder avec eux, mais pour me donner à une autre famille. Ça ne s'est pas fait, donc ils m'ont gardé, ils ont commencé par me placer tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que moi, ça a été le petit déclic qui a fait que la délinquance a été une échappatoire pour arrêter de vivre ce que je vivais. Donc elle aurait pu basculer si mes parents avaient été plus attentifs avec moi, quoi, je pense. Et vous, Jean-Marc? C'est difficile de répondre à une question comme ça, bien entendu, qu'on aurait... En tout cas, moi, j'aurais souhaité que ma vie se passe différemment. Maintenant, bon, voilà, on ne sait pas revenir dans le passé. Donc, je dis souvent, des gens comme nous, on a un peu une deuxième vie. La première, on a fait des chutes, et la seconde, on se sert de ces chutes-là pour avancer. Voilà. Alors, par rapport à ces chutes-là, que ressentez-vous aujourd'hui par rapport aux victimes, à vos victimes et à leurs proches? Ben écoutez, moi, j'ai pu avoir la chance de rencontrer un homme debout comme l'était Jean-Pierre Malmendier. Donc, grâce à lui, j'ai véritablement pu découvrir le monde des victimes. Et je dis souvent, depuis 9 ans que je témoigne, j'essaye de ne pas tuer mes victimes une seconde fois, donc j'essaye de donner un sens à cette mort-là. Mais de nouveau, ça m'appartient à moi et aux victimes, mais ça n'appartient à personne d'autre. Et donc, elles font partie de moi jusqu'à la fin de ma vie. Et vous, Serge? Ben, je pense que quelque part, c'est un peu pareil, hein, quand on prend d'autres résolutions sur la vie qu'on doit mener, évidemment, on culpabilise par rapport à ce qui s'est passé et aux gens à qui on a fait du mal. Seulement, bon, voilà, il faut vivre avec. Moi, dans mon cas, je pense qu'un contact avec ces gens est impossible. Donc voilà, je vis avec. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à ça, oui. Est-ce que la question du pardon, par exemple, est-ce qu'elle a croisé votre route? Moi, j'aime pas trop ce mot pardon. Les 3 étapes de la justice restauratrice sont la victimisation, la colère et surtout après la résilience. C'est pour ça que je préfère employer ce mot restauration. Réparer, je ne sais pas réparer ce que j'ai fait. Par contre, une manière de restaurer son âme, de pouvoir passer à autre chose,
tout en ne muant pas ce qu'on a commis. Ça, je pense que ça peut en tout cas apporter un apaisement à l'être humain qui passe par ces étapes-là. Et vous, Serge? Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est l'essentiel, c'est pas d'éviter de tomber à tout prix, mais c'est d'avoir cette capacité de se relever après. Donc la résilience, c'est vrai qu'il faut être atteint, il faut avoir ce petit déclic, cette bonne rencontre, pour permettre de faire ce chemin et se remettre en question. Mais ça, c'est encore un travail assez long, parce qu'il faut faire les bonnes rencontres, et encore une fois, les prisons, généralement, ce sont les mauvaises rencontres qu'on fait. Alors, vous parlez de résilience, donc l'importance d'une rencontre, mais pour être résilient, est-ce qu'on n'a pas non plus quelque part à devoir se pardonner à soi-même dans ce chemin-là, de se réconcilier avec son histoire pour pouvoir être résilient? Moi, personnellement, je ne me suis pas encore pardonné, c'est clair. Je crois que ça viendra avec le temps. Mais disons, ce qui m'a permis en tout cas d'avoir un véritable déclic pour finalement passer de cette victimisation à la culpabilité qui était mienne, hein, donc à cette responsabilité, c'est passé par un chemin de spiritualité. Et tout d'un coup, quand on est face à soi-même et qu'on se retrouve dans un bloc de la mort où on vous met que la seule chose que vous pourrez trouver ici, la seule chose que vous n'allez pas pouvoir trouver, c'est de l'aide, eh ben, on va trouver un ami en soi-même qui est là depuis le départ, en fait. Hein. Parce que je dis que chaque être humain est avec autant de qualités que de défauts. Et tout d'un coup, on se rend compte que toutes ces qualités étaient là. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer un long cheminement pour accepter de se rendre compte qu'on est responsable de ce qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer, en tout cas, à restaurer son âme, comme je le dis. Serge, avez-vous le sentiment de vous être réconcilié avec vous-même? Un peu, quoi. Un peu. Pas tout à fait. C'est vrai que j'ai encore un chemin à faire à ce niveau-là. Mais bon, moi, c'est encore particulier par rapport à Jean-Marc. Moi, mes victimes, c'est surtout là, des établissements bancaires, tout ça, et des surveillants de prison, puisque moi, les délits les plus graves que j'ai pu commettre dans ma vie, c'est en m'évadant de prison avec des armes à feu, quoi. Donc, mais je m'accorde beaucoup de circonstances atténuantes quand même, parce que je me dis que c'est vrai que j'ai eu un vécu. Encore une fois, ça ne justifie pas le fait que je suis devenu un jour un délinquant, mais ça peut expliquer ce chemin que j'ai pris en tant qu'enfant, quoi. Donc voilà, je m'accorde des circonstances atténuantes. Ouais. Alors, j'avais vous demander, quand on a passé autant d'années de sa vie en prison, comment est-ce que vous définiriez la liberté, Serge? Un émerveillement. Encore une fois, c'est une redécouverte. Parce que c'est vrai que vivre aussi longtemps enfermé entre les murs... Vous savez, même un arbre, il n'y a pas d'arbre en prison. Donc c'est vrai que moi, quand je suis sorti de la prison de Lantin, quand j'ai été libéré en 2004, c'était des champs à l'infini. Et j'avais plus vu ça depuis, en vrai, quoi, je veux dire. Même j'avais l'impression que ça me faisait mal aux yeux parce que je voyais loin. Et en prison, on ne voit pas loin. Ce sont les murs, ce sont les barreaux. Ou alors c'est regarder dans le ciel. Mais je veux dire, il y a toujours un obstacle. Donc voilà, c'est un émerveillement, quoi. Jean-Marc, pour vous? Ce sont des images qui ne sont plus quadrillées. Donc encore aujourd'hui, il m'arrive d'aller dans un endroit où je fais stopper la voiture de la personne avec qui je suis parce que j'ai envie de m'émerveiller justement de paysages pareils. Et ça, c'est une vraie liberté. Et comme il dit, la nature, c'est... Vous savez, quand vous expliquez à un jeune, quand on vous dit « Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sorti de prison ?» Vous allez leur dire « J'ai embrassé un arbre. » Parce qu'un arbre, c'est la vie, qui a la sève qui monte et c'est ça qui va donner les feuilles et puis qui vont donner les fleurs. Et ça, c'est fantastique, quoi. Voilà. Je me disais souvent, est-ce que nous... dans nos murs de prison, est-ce qu'on pouvait faire pousser une fleur dans le béton? C'est une image. Je pense qu'au travers de nous-mêmes, on pouvait faire pousser des fleurs dans nos têtes. Donc, ça va faire jaillir l'amour de nos murs, quoi. Voilà. Est-ce que l'océan, par exemple, la vue de l'océan, pour vous, c'est quelque chose que j'ai entendu d'autres détenus qui me disent le plaisir de voir la mer. Est-ce que ça fait écho en vous? Puis l'infini, c'est vrai que quand j'y vais le plus souvent possible, et c'est vrai que j'adore la regarder, parce que bon, on s'évade, on est plongé aussi dans nos pensées, quoi, les plus profondes. Donc ce sont là des moments forts, quoi. Jean-Marc, la mer. La mer, c'est l'infini. En plus, j'aime bien le bruit de l'eau. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir l'Atlantique au Bénin. C'est une mer très violente, mais ça dit tellement de choses, en fait. J'adore l'eau, franchement. Alors Jean-Marc, nous avons eu la chance d'assister à la répétition de l'une de votre pièces, Un homme debout, dans laquelle vous êtes seul en scène. Vous témoignez d'ailleurs de vos 19 années d'emprisonnement et votre récit est terrible. Théâtre de l'Ancre à Charleroi. Pour Jean-Marc Mailly et le metteur en scène Jean-Michel Van den Eyden, dernière mise au point du spectacle L'homme debout qui va reprendre dans quelques jours.
Une immersion dans un univers carcéral impitoyable. C'est à ce moment-là que j'ai remis le film de ma vie dans ma tête et que j'ai été en sens inverse. À 17 ans, j'avais fait 14 écoles différentes. Je suis convaincu qu'au moins dans une de ces écoles, quelqu'un m'a tendu la main. Mais je ne l'ai pas vue, donc je n'ai pas su la saisir. Je me suis rendu compte qu'à chaque pas que j'ai fait, que je me suis enfoncé, c'était mon choix, moi, personne ne m'y avait forcé. Depuis cette nuit du 14 juillet 1987, je n'ai plus jamais cherché à fuir mes responsabilités. Comment réussir à être dans une justesse sans être inondé de l'émotion. En tout cas, c'est à la fois un travail vraiment d'acteur et à la fois un travail psychologique aussi pour lui, de pouvoir après reprendre de la distance avec ça. Mais je sais qu'en même temps, paradoxalement, c'est nécessaire. Je sais que c'est un besoin qui, j'espère, à un moment donné, va pouvoir s'estomper et disparaître, mais il a besoin de parler. La troisième année, c'est la plus dure. Je l'appelle l'année de l'oubli, c'est la mise à mort qui commence. C'est comme une cuisine de l'enfer, où tous les murs sont noirs comme ici. Et dans cette cuisine-là, on prépare un seul plat. C'est le plat de la dernière chance, une recette, 2 ingrédients. Le premier, se faire oublier. Le second, se rendre invisible. Et je me suis rendu invisible. Il est arrivé très souvent que du lundi au dimanche, la porte de ma cellule ne s'ouvre même plus. Je voyais juste 3 fois par jour la main du gardien qui me donnait à manger par le guichet. Plus aucun contact humain. Vous savez, à un moment donné, on n'a plus de colère, on l'enfouit là au plus profond de soi. J'en étais arrivé à regretter les 5 fouilles de cellules par jour. Il y avait un peu de violence, c'est vrai, mais au moins ça vivait. Mais on se conditionne à 9 mètres carrés. L'ennemi, qui est la solitude, est une arme terriblement dangereuse à apprivoiser pour celui qui ne sait pas la gérer. La pièce retrace 19 années de solitude et de combats quotidiens pour ne pas sombrer dans la folie et retrouver un sens à sa vie. Pendant un mois, je vais prier, jour après jour, heure après heure, réciter 10 Ave, 10 Credo, 10 Pater, 10 Pater, 10 Credo, 10 Ave. La Bible, je l'ai lu 3 fois. C'est un roman extraordinaire, un vrai thriller. D'ailleurs, 10 ans plus tard, je lirai le Coran, qui est aussi un livre où on parle beaucoup d'amour. Mais c'est la Bible qui va me sauver. Car 5 ans après cette épreuve, je suis tombé dans l'enfer de l'Alcam. Et tous les matins, je me réveillais et mon cerveau carburait à toute allure pour savoir comment j'allais devoir trouver le paxon du soir. C'était le dieu héroïne. Et dans la Bible, il y a un livre que j'adore par-dessus tout. C'est le livre des psaumes. Et je prenais des psaumes pour les réactualiser avec mon histoire à moi. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je n'ai plus touché à une tâche d'héroïne. Au mur, écart! Alors, Jean-Marc, vous avez vraiment lu la Bible 3 fois? Oui, tout à fait. C'est un des seuls livres, d'ailleurs, que j'ai pu recevoir. Et c'est d'ailleurs le seul aumônier que j'ai rencontré qui était totalement atypique, puisque au bout de 6 lettres pour qu'il vienne me rencontrer, il était venu et il m'a dit, voilà, moi, je ne vais jamais venir vous voir ici. Et je vous ai apporté une Bible et un chapelet, ça ne va certainement pas sauver votre âme de criminel. Et il n'est plus jamais revenu. C'est le seul aumônier que j'ai rencontré comme ça, parce que quand même, après, j'ai quand même des amis aumôniers dont je suis toujours en contact avec eux. Mais oui, à partir du moment où on n'a que ça pour lire, ça a été c'est cette lecture qui a nourri ma spiritualité, c'est clair, quoi. Donc, voilà. Vous avez été accompagné par dans l'aumônerie aussi, vous, Serge? Oui, bon, c'est un peu identique. Ça fait, je l'écoute parler et bon, je me revois, quoi, hein. Parce que j'ai connu les années de strict aussi, où la seule faveur, c'était d'avoir une Bible. Et donc, le seul contact que j'avais d'humain pendant ces 5 années de régime cellulaire strict, ça a été avec l'aumônier, oui, qui m'appelait 1 fois par semaine pour me faire fumer une cigarette, me faire manger un chocolat. Il a même été jusqu'à 1 fois changer la jaquette du livre pour être sûr que je puisse le lire. Parce qu'en fait, quand on est en régime cellulaire strict total, vous n'avez droit à rien, quoi. Sauf la Bible ou le Coran, une brosse à dents, un dentifrice, un savon et Times. Donc voilà, ce sont là des années. Donc j'ai eu l'occasion de feuilleter la Bible aussi, quoi. Est-ce que vous avez des psaumes, vous parlez des psaumes là dans le reportage, on le voit, des psaumes de prédilection? Vous dites, tiens, ce psaume-là, celui-là, il me fait vivre. J'en ai écrit à peu près une cinquantaine. Il y a le psaume numéro 1, hein, donc ça s'était fait par rapport
aux messes extraordinaires que faisait Philippe Landen, 35 ans aumônier dans les prisons. Il faut savoir que l'intensité mise dans l'émotion de chaque cœur humain dans une prison n'est pas la même, à mon avis, qu'à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai essayé de rentrer dans des églises une fois en liberté. Il faut que j'y sois tout seul, en fait, parce que c'est pas la même intensité, quoi. Ça a vraiment du sens dans une prison à un moment donné. D'ailleurs, beaucoup de détenus se tournent vers la spiritualité. Beaucoup de gens qui n'ont plus personne, qui n'ont plus de famille, plus rien du tout, ont besoin à un moment donné d'en passer par là, quoi. C'est très, très fréquent. Vous avez le sentiment que la fois vous êtes tombé dessus en prison, Serge? Sûr. Est-ce que la fois vous êtes tombé dessus en prison, vous avez l'impression que Dieu était présent dans vos vies avant, ou bien c'est par la lecture de la Bible, c'est par une rencontre que... Déjà, à l'école primaire, j'allais au cours de religion. Oui. Donc, mes parents étaient chrétiens aussi. Donc, mais est-ce que Dieu avait de l'importance dans votre vie ou pas? Enfant, oui. Après, c'est vrai que dans les homes et tout ça, et en prison, au départ, parce que bon... je l'ai appelé probablement pour lui demander de venir me sauver, de venir ouvrir la porte, qui ne s'ouvrait pas. Donc là, je me fâchais avec lui, quoi. Tu n'existes pas. Hein, si la porte... Ce que j'avais lu dans la Bible, il avait fait ouvrir des portes de cellules donc je me suis dit, tiens, il pourrait faire pareil, quoi. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans le fond du trou, plus bas que terre, naturellement, je veux dire, l'homme se retourne vers Dieu. Parce que c'est le seul espoir, c'est de pouvoir avoir un espoir. Et je pense que Dieu, ou on peut l'appeler comme on veut, oui, on s'y accroche. Bon, après, il faut voir le cheminement qu'on fait avec ça par la suite, parce que c'est vrai qu'on n'hésite pas à tout remettre en question dès que ça ne va plus comme on le souhaite. Parce que c'est vrai que des mains, comme disait Jean-Marc, on m'en a probablement tendu, mais que je ne voyais pas, quoi. Il m'a fallu faire tout un chemin aussi sur moi-même à ce niveau-là pour pouvoir voir les mains tendues. Et vous, Jean-Marc, comment est-ce que la foi vous a aidé? Moi, je pense qu'avant de rentrer en prison, en tout cas avant cette nuit du 14 juillet 87, où c'est la dernière fois que je vais essayer d'attenter à mes jours, c'est mon éducation judéo-chrétienne, je veux dire, c'est les cours de religion, ma petite communion, mais sans trop y croire. Disons qu'à partir de cette nuit-là, oui, effectivement, à un moment donné, on se retourne vers la seule chose qui puisse encore nous dire « Ah, mais j'existe pour toi », comme Isaïe le dit très très bien, et Dieu lui dit « Je t'aime toi ». Je t'aime toi pour ce que tu es. Ça valorise en nous l'être humain qu'on est. Et je crois qu'à un moment donné, chaque Dieu est en l'être humain quand il a appris à se découvrir, à se connaître. Bon, maintenant, je ne souhaite pas que les gens aient au fin fond de l'enfer pour apprendre à se véritablement se découvrir, mais je pense que d'avoir été là-bas tout en dessous, là, dans la GN, et d'avoir remonté, d'ailleurs mes psaumes s'appellent de l'ombre à la lumière des cieux, c'est un peu ça, c'est l'être humain tout d'un coup qui se révèle. Je dis souvent, c'est un diamant qu'on est allé chercher à l'état brut, et tout d'un coup on a appris à le polir, à le faire briller pour qu'il brille, pour qu'il étincelle, et qu'on puisse transmettre ça à l'autre. Voilà. Eh bien, Philippe, Serge nous a invités à une petite balade avec les jeunes de son ASBL Extramuros. Pour eux, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble après avoir passé cet été des vacances dans les Vosges. L'occasion aussi pour les nouveaux de se familiariser avec le maniement de la joëlette. Une promenade par Mons et par Vaux, pas vraiment de tout repos, mais voyez plutôt. À Érezé, pas mal d'animations dans la cour de la ferme. Un drôle d'engin y prend forme, la joëlette. Une joëlette, je pourrais dire, c'est le produit du mélange d'une brouette et d'une chaise à porteur. Conduite par un accompagnateur à l'avant, un accompagnateur à l'arrière et avec une seule roue. Donc ça permet d'aller dans les endroits les plus escarpés, les plus étroits. Un moyen de transport idéal pour emmener des personnes moins valides en balade dans les terrains les plus accidentés. C'est ce que mettent en pratique les jeunes de la ASBL Extramuros, fondée par Serge Thierry. Aujourd'hui, pour certains, c'est une première expérience. Et le maniement de ce fauteuil peu ordinaire s'apprend. Avant de me mettre dedans, je me suis dit ça va être bien, agréable et tout, mais ça fait un peu peur parce qu'il faut avoir une certaine confiance et c'est là qu'on voit que la personne handicapée qui doit être dedans doit avoir beaucoup confiance en celle derrière et devant, parce que quelquefois on a l'impression qu'on va tomber quand même. Et c'est quoi le plus difficile? C'est le fait de la personne qui est derrière, de ne pas la faire tomber et essayer qu'elle n'ait pas trop de secousses.
Après avoir passé 27 années en prison, Serge se lance dans la prévention de la délinquance. Mais pas seulement. Il veut aller plus loin. Son projet, combattre la différence, quelle qu'elle soit. Se retrouvent autour de lui des jeunes de tous les milieux, étudiants ou en décrochage scolaire. Depuis que j'ai rencontré Suzanne et Serge, les chefs du camp Extramuros, ben, je sais pas, j'ai trouvé que ça a fait un changement dans ma vie et je me sens bien. Extramuros propose aux jeunes des activités, des week-ends, des vacances qui leur permettent de se retrouver, de vivre l'aventure et d'offrir à de jeunes handicapés de nouveaux horizons. Parce que ce n'est pas uniquement un exploit sportif, c'est également cette aide qui est apportée à la personne dans la Joëlette. Hein. Et alors, on a eu le cas dans les Vosges, un jeune handicapé qui ne parlait pas, mais qui avait un regard vraiment tout à fait expressif. Et rien que le regard de remerciement à tous ces jeunes qui les ont transportés, qui l'ont transporté, c'était, je crois, vraiment une très grande reconnaissance pour ces jeunes. Serge Thierry, comment est-ce qu'on peut se remettre debout et marcher à nouveau sur le chemin de la vie, après l'expérience de la prison? Ben, je me suis toujours considéré un peu comme un privilégié. Parce que c'est vrai que je me suis dit, à force d'avoir donné, vraiment, et encore une fois, on a été très loin dans notre vécu en prison par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Donc pour arriver à m'être relevé aujourd'hui, oui, c'est que je suis privilégié, quelqu'un veille sur moi. Parce que, et parfois je suis même étonné quand je réalise ce que je parviens à faire peu à peu. Quoi. Pouvoir mettre tout ce qui a été si chaotique dans ma vie, en faire du positif et pouvoir le transmettre aux jeunes et faire un chemin avec eux. Encore une fois, sans faire la morale ou de grands discours, nous on passe plus à l'acte. Donc voilà, on va se balader, on fait plein de choses comme ça. Quoi. Donc oui, je suis privilégié. J'ai dû avoir depuis tout le temps une force en moi qui a fait que même si je suis tombé souvent, je me suis toujours relevé. Quoi. Alors, vous avez créé cette ASBL qu'on vient de voir là, mais vous avez aussi d'autres activités. Vous témoignez, vous animez des retraites. Oui, voilà, c'est vrai que depuis tout un temps, maintenant, je vais dans les écoles, beaucoup les collèges. Donc maintenant, je commence à organiser effectivement des retraites et des voyages scolaires, toujours autour de la Joëlette. Hein, c'est un peu l'élément moteur, parce que c'est vrai que je vais témoigner par rapport à la délinquance, comment moi, enfant, j'étais amené un jour à rencontrer ce monde. Donc je leur explique ça, je leur montre quelques petites vidéos, notamment une tournée en prison à travers un atelier de rap et de slam, pour leur montrer que l'art aussi a son importance en prison. Je fais d'ailleurs partie de réseau art et prison pour essayer de donner, enfin, faire entrer l'art et donner aux détenus d'autres alternatives que regarder la télévision du matin au soir. Quoi. Et comment vous êtes dû cette idée de la Joëlette? Mais parce que c'est vrai que quand je suis sorti, comme j'étais très impliqué dans les aumôneries catholiques en prison, avec mon instrument de musique, donc pour accompagner les chants, ben, presque naturellement, quand je suis sorti, j'en ai revu certains, notamment Christine Deltour, qui était aumônière à la prison de Nivelles, et avec qui on a eu l'idée, avec un avocat en fauteuil, de démarrer un projet autour de cette Joëlette. Donc c'était en fait le but au départ de mettre en contact des gens qui sortaient de prison avec des gens en prison dans leur corps. Et ensemble faire de toutes nos différences une sorte une alliance et faire un chemin. Quoi. Voilà. Et maintenant, ça fait, je crois, 6-7 ans quoi, que cette ASBL fonctionne. Donc au départ, ça a démarré comme ça, avec une aumônière de prison, un avocat en fauteuil et un ancien taulard. Et donc ça a donné un merveilleux projet que vous animez aujourd'hui. Oui, voilà, parce qu'à un certain moment, j'ai eu envie de créer ma propre structure et faire ça avec des jeunes, plus jeunes que ceux qui sont pris dans les chemins de traverse, quoi. Donc avec des ados, en fait, et des enfants dans les Joëlettes, pour donner la possibilité aussi à des enfants de pouvoir faire des balades qu'ils ne feraient jamais sinon avec leur fauteuil. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés et ça fonctionne. Encore une fois, quand les jeunes viennent avec nous, il y a souvent des larmes quand ils doivent repartir, quoi, parce que ce sont des moments forts, appréciés, où la musique a toute sa place. Hein. Comme vous avez vu, quand vous êtes venu, il y a beaucoup d'instruments, il y a des tam-tams, il y a des guitares. Donc voilà. Quoi. Jean-Marc Mailly, vous avez écrit un livre avec Jean-Pierre Malmendier, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous ont permis aujourd'hui de vous remettre debout? Il y a la pièce de théâtre, mais d'autres choses encore. Comment est-ce qu'on s'en sort après 19 années comme ça? Ben, on s'en sort parce qu'il y a des rencontres qui se sont faites. Hein. Bon, évidemment, nous... on croit toujours qu'on sort de prison et ça y est, on a payé le solde de la dette à la communauté, mais la communauté, elle n'en a rien à foutre de nous, c'est clair.
C'est pour ça que nous, on doit vraiment, véritablement avoir beaucoup plus de courage pour aller frapper à 10 portes. Il y en a une qui va s'ouvrir, mais elle est là, celle-là. Et là, à partir de ce moment-là, quand une porte comme ça s'entrouvre et qu'on vous tend la main et qu'on vous accepte pour ce que vous êtes aujourd'hui et pas pour votre passé, alors parfois, il y a des aventures humaines tout à fait extraordinaires. Ce que je fais aussi depuis 9 ans, moi j'ai travaillé avec les écoles de la vie, donc on était des profs un peu particuliers, moi en tant qu'ancien détenu, des personnes handicapées, des gens qui vivent dans la rue, des gens qui sont prostitués et qui vont à la rencontre des jeunes, parce que souvent il y a une méconnaissance totale de divers handicaps dans la vie. Et donc ça fait maintenant depuis 8 ans que nous aussi on fait les 20 km de Bruxelles, on fait plein de marathons avec des jeunes qui sortent du PPJ ou d'école et auxquels on les forme à courir avec des personnes handicapées mentales dans un siège. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelque part on a semé des graines il y a 8 ans. Et quand on peut revoir des jeunes comme ça aujourd'hui, ils ont pris une image dans le cœur. C'est clair, ils ont été capables de se prouver eux-mêmes qu'en étant avec une personne handicapée et en faisant les 20 km alors qu'au départ ils étaient capables d'en courir que 5, que le bonheur qui a été pris par la personne dans cette chaise roulante et eux-mêmes, ça, c'est une chaise qui, on ne sait même pas l'acheter avec de l'argent, quoi. C'est clair. C'est ça qui fait grandir les gens aussi. Donc voilà. J'ai envie, peut-être en conclusion, vous demander, en quoi êtes-vous meilleur aujourd'hui, Serge? J'allais dire dans mon humanité, parce qu'à un certain moment, j'en voulais un peu à tout le monde. Hein. Vous savez, quand vous êtes maltraité, vous vous retrouvez en strict, frappé, vraiment, où vous subissez des violences, et pas que verbales. C'est vrai qu'on en veut à tout le monde et on se fait beaucoup de mal. Donc c'est de ça, c'est d'être devenu l'homme que je suis aujourd'hui, avec cette philosophie de vie et tout ce que j'en veux faire. On pourra appeler ça une rédemption aussi, hein. Il y a la résilience, mais il y a aussi... Donc voilà, c'est de ça, c'est d'être parvenu aujourd'hui à 57 ans, d'être cet homme. Oui, j'ai une petite fierté. Ouais. D'ailleurs, il y aura un bouquin bientôt, Extramuros, qui racontera dans un roman voilà, tout ce qui s'est passé dans ma vie, pour en faire un outil pédagogique, encore une fois. Notre but dans tout ce que nous faisons, c'est pour sensibiliser, je pense. Eh bien, on se fera un plaisir, en tout cas, de présenter ce livre au cours de cette émission. Alors vous, Jean-Marc, en quoi est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui ? Je pense que je suis peut-être meilleur dans l'art de vouloir continuer à combattre, hein, parce qu'on n'oublie pas nos frères qui sont aussi en prison. Il faut savoir qu'on est dans une période qui est catastrophique, où on va encore changer les lois. Il faut savoir qu'il y a 70% des gens, ils viennent de milieux pauvres, ils n'ont plus de famille, plus d'amis, ils sont là, ils sont occupés à crever, et on change les lois. Et je pense qu'il va falloir ramener de l'humanité dans ce monde où il y a plein d'inhumanité. Ça, c'est clair, parce qu'eux aussi vont être un jour appelés à revenir vers la communauté, et il vaut mieux qu'ils reviennent vers la communauté, beaucoup mieux que quand ils y sont rentrés. Donc le combat, il continue, mais apparemment, depuis 9 ans qu'on fait ça, parce que je suis désolé, c'est pas la prison qui nous a changé, c'est nous qui avons décidé de changer en prison. Tout à fait. Et nous sommes prêts à travailler avec des criminels, nous sommes prêts à travailler avec des gens qui ont ce bagage universitaire, à vouloir changer les choses. Parce qu'il n'y a rien à faire. Nous restons les meilleurs spécialistes de la prison. Alors ça fait 9 ans qu'on crie notre révolte partout pour que les choses, elles bougent. Mais apparemment, les choses ne bougent pas. Au contraire, elles vont dans l'autre sens. Et là, apparemment, là, ça commence à m'ennuyer beaucoup parce que ça nous met en colère. Mais ça n'empêche pas que tous les jeunes que vous rencontrez, je suis convaincu qu'il y a au moins pas mal de jeunes qui ont changé de chemin. C'est notre rencontre avec nous qui leur permet de dire attention, non, tu ne vas pas devenir un homme en prison. Non, il n'y a pas de rêve à réaliser en prison. Les rêves, ils se réalisent en liberté. Voilà, ne va pas t'enfermer là-bas. Donc on va quand même continuer. Voilà, c'est ce qui fait peut-être, comme il y en a d'autres, des hommes debout, quoi. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.